Rebonjour. J'espère que vous avez pris une bonne pause ou bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous maintenant. Maintenant, on va passer à notre deuxième atelier où on pourra avoir des échanges avec vous, les participants aujourd'hui, avec animatrice, Madame Joanne Bélanger, qui a fait un témoignage ce matin à propos de sa propre errance diagnostique pour trouver un nom à sa maladie. Alors, l'atelier, justement, c'est comment faire face à l'errance diagnostique. Elle nous a fait une petite description pour l'atelier. Je vous la lis. Le temps d'une longue errance. Comment traverser le tumulte émotif engendré par l'errance diagnostique. Dans un climat d'accueil mutuel, cet atelier vise à explorer des moyens d'alléger la souffrance intérieure pouvant en résulter. Donc, je te laisse la parole, Joanne. Tu veux nous introduire à ton atelier, voir qu'est-ce que tu voudrais explorer avec les gens aujourd'hui. D'accord. Merci, Gaëlle. Je me disais tantôt, c'est un petit défi faire un atelier à cette heure-là. Gaëlle me demandait si vous aviez pris le temps, peut-être, de faire des choses avant de commencer l'atelier. Tantôt, je me disais, on a peut-être besoin de s'étirer un peu. Moi, c'est un temps dans la journée où des fois, je deviens fatiguée. Et oui, le mot qui me vient en même temps, quand je dis ensemble, c'est le mot compassion. Et le mot autocompassion. Autocompassion pour soi, parce qu'on traverse beaucoup de choses quand on vit de l'errance diagnostique. On peut traverser un chaos. Je pense que depuis ce matin, on l'a tellement entendu à travers tous les témoignages, les gens qui ont pris la parole. Gaëlle t'a parlé aussi de réalités que les gens peuvent vivre, des obstacles auxquels ils peuvent être confrontés, de se faire dire que ce qu'ils vivent, c'est dans leur tête, c'est psychosomatique. On a entendu en même temps des témoignages de mamans, puis comment c'est souffrant pour ces mamans-là de voir en même temps leur enfant souffrir, comment ça prend de l'énergie passer à travers tout ça. Alors, je me dis qu'il faut c'est important d'avoir de la compassion pour soi. Puis, comme on est ensemble aujourd'hui à travers le partage, on peut aussi avoir de la compassion pour les autres qui sont là. Et se dire que dans ce partage-là, en le faisant ensemble, on peut se donner des moyens, on va peut-être venir semer une petite graine chez quelqu'un et ça va l'aider à mieux continuer à vivre à travers l'errance diagnostique. Et vous arrivez avec ce que vous avez, vous arrivez avec ce que vous êtes. Peut-être que cet atelier-là va vous permettre de repartir avec quelque chose, peut-être que non. Peut-être que je vais vous poser des questions, je vais vous inviter à parler, peut-être que vous allez avoir quelque chose que vous allez avoir envie de partager, peut-être qu'il y a des choses que vous n'aurez pas envie de partager, ou peut-être qu'il n'y aura rien qui viendra. Moi, je dis souvent à mes clients, laissez flotter, laissez venir. C'est comme, on peut repartir après avoir entendu des choses, puis il y a un chemin intérieur qui peut continuer à se faire, et des choses qui peuvent nous rester, et à un moment donné, ça peut nous revenir comme, cette chose-là que j'ai entendue, peut-être que moi, ça pourrait m'aider. J'ai pas la prétention de vous dire qu'on va trouver tous les moyens pour plus avoir de souffrance dans l'errance diagnostique. C'est impossible. J'ai pas la baguette magique non plus pour trouver toutes les solutions. Là aussi, j'ai souvent dit à mes clients quand ils vivent des choses difficiles que j'aimerais bien avoir la baguette magique pour que tout d'un coup, tout aille bien. C'est un chemin plus nébuleux que ça. C'est un chemin avec des ronces, avec des obstacles. Mais à travers l'aide qu'on peut se donner, à travers les moyens qu'on peut partager, c'est comme si on fait un atelier ensemble, on s'aide, on aide les autres aussi si on a envie d'en parler, de ce qu'on rencontre. Mais bref, ça peut être des moyens qui vont nous aider à continuer à aller de l'avant, puis à tenter de vivre les choses le mieux possible. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire à partir de ça, c'est que, comme je vous disais tantôt, ça se peut qu'il n'y ait pas de choses qui vous viennent tout de suite, puis vous avez juste à être vous, c'est correct, puis vous partirez avec qu'est-ce qui vous vient. Dans un premier temps, ce que j'avais envie de vous demander, c'était, puis Gaëlle a posé un petit peu la question comme ça ce matin, c'est si vous le voulez,
prendre le temps dans vous d'identifier une réalité difficile pour vous à travers l'errance diagnostique. Qu'est-ce que c'est à ce moment-là de votre vie qui est le plus difficile pour vous à vivre dans l'errance diagnostique? Est-ce que c'est des temps d'attente? Est-ce que c'est les réactions que vous pouvez avoir des professionnels autour de vous? Est-ce que c'est la douleur que vous vivez puis qui n'est pas soulagée? Puis, j'avais envie de vous demander, donc, de penser à une situation qui est difficile pour vous dans l'attente et en même temps, de dire quelle est l'émotion qui peut accompagner cette situation-là difficile, juste pour qu'on puisse identifier une émotion. Vous en avez peut-être 10, 50, toutes sortes d'émotions, un tourbillon d'émotions, mais juste en nommer une. Et on va le faire brièvement parce qu'on a un temps pour l'atelier, on va voir comment ça se déroule. Mais si vous prenez la parole, vous pouvez peut-être prendre juste un petit moment bref pour nommer une réalité qui est difficile pour vous et l'émotion qui l'accompagne. Et ça, déjà, ça peut peut-être nous aider pour dire, bien, ça brise l'isolement qu'on peut vivre. Ça peut faire du bien de savoir qu'il y en a d'autres autour de nous qui vivent la même chose. Alors, je ne sais pas qui peut m'aider avec ça. Je ne sais pas si c'est toi, Gaëlle, qui va m'aider avec ça, parce que moi, je ne sais pas comment les gens ils se présentent, où sont les mains qui se lèvent, là, mais si quelqu'un peut m'aider. C'est moi qu'on n'entend pas, là. Juste avant qu'on commence, là, je ne sais pas, tantôt on t'entendait mieux que maintenant. Il y a un buzz là, dans ton micro. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que non. On t'entend quand même, mais... Elle dit qu'elle m'entend pas bien, Suzanne. Ben, c'est qu'il y a un bruit de fond. On t'entend quand même. Fait essaie juste si tu peux... Il y a un bruit de fond? Oui. Ah bon, pourtant, je suis dans une pièce très silencieuse. OK, bien, s'il n'y a rien qui a changé depuis tantôt, c'est peut-être une interférence là, externe. Juste peut-être parler un petit peu plus fort. OK. Et là, on a compris que tu demandais là, bon, notre technicien dit que c'est peut-être pas le bon micro qui a été activé. Pourtant. OK, peut-être qu'il fallait pas dire celui-là. Peux-tu fermer? Est-ce qu'il y en a plus qu'un micro? Oui. Parce que tantôt, il m'entendait sans un micro. Ouais. Ben, il y en a juste un micro, j'en vois pas d'autres. Mais il me parlait, puis ce micro-là n'était pas ouvert. Je vais le fermer, on va voir. Bon, si je tiens mon micro plus proche, m'entendez-vous? Oui, on t'entend. OK. Je vais essayer de le mettre plus proche. Aussi, là. Monte le son un petit peu, peut-être. On va commencer quand même, là, mais on t'entend, c'est juste qu'il y avait de l'interférence. Alors, la question qui avait été posée, c'est peut-être nommer des émotions, au moins une émotion là, que vous vivez là, dans la quête d'un diagnostic, durant l'errance diagnostique, ce que vous avez vécu. Dans le cas des... Et une situation qui vous fait vivre cette émotion-là. Une situation qui fait vivre cette émotion-là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Ah, je ne vois pas de main levée, de commentaires. Tu peux peut-être lire, là, je ne sais pas si ça peut aider. Tu t'enchaîneras comme tu veux, Joanne. Ah, il y a Nathalie. Oui. Qui a levé la main. Elle va peut-être le dire vertement. On encourage. Le courage. Ouais, ben c'est parce que je suis pas. Je vais dire peut-être que si c'était en personne, je serais plus à l'aise. Là, c'est parce qu'avec le Zoom, en tout cas, enfin, peu importe. Moi, en 17 ans, j'en ai vécu beaucoup d'émotions. Ça a passé par toutes sortes
de chemin. Bon. Mais s'il y en a une, finalement, quand j'essaie de penser à une situation, et je pense que dans mon cas, là, c'est de ne pas être cru. Et comme disait docteur hier, en tout cas, de ne pas être cru, c'est terrible comme sentiment. Je sais pas comment dire, c'est tellement une atteinte. Elle est tellement profonde. Je ne dis pas qu'elle était profonde la première fois qu'on ne m'a pas cru. Pas la deuxième fois, pas la troisième fois, mais à la 100e fois où on ne me croit pas. Et c'est de la façon dont on me fait savoir qu'on ne me croit pas, parce que je trouve que il ne faut pas prendre les patients. Des fois, j'ai l'impression qu'on prend les patients pour, comment dire, pas des idiots, là, mais on est capable de lire qu'est-ce qui se passe. Fait que de ne pas être cru, on devine en arrière qu'est-ce que le médecin est en train de penser. Donc, on tombe dans le psychiatrique. Et ça, là, c'est horrible comme feeling. Moi, dans mon cas, là, c'est comme si dans ma vie, j'ai toujours été une personne dont on respecte. Je suis une personne qui est respectée et pour moi, je le traduis comme une forme de non-respect très profond. Puis ça m'affecte à un point tel que tantôt on parlait du syndrome post-traumatique. Eh bien, moi, autant j'avais une confiance absolue dans le système de santé, j'ai même travaillé dans le système de santé, là, mais pas dans le domaine, pas en clinique, mais quand même, là. Je suis à l'aise avec ça. Je ne suis pas quelque chose qui m'intimide. Maintenant, c'est un point où si j'ai à parler à un médecin, j'en perds tous mes moyens. Je suis complètement dépourvue de mes capacités parce que j'ai trop été, pour moi, c'est être humiliée. Puis l'humiliation est d'autant plus grande que, étant donné que je chapeaute mon propre dossier, je vais chercher mes résultats de laboratoire, ça m'est arrivé d'aller chercher les notes évolutives à mon dossier. Et quand je lis les notes évolutives du médecin dans mon dossier, c'est-à-dire lors de nos échanges, admettons, je ressens comme l'hypocrisie qui s'est passée dans ce rendez-vous-là. Moi, je suis une personne qui donne confiance en partant. C'est pas le contraire. Je donne confiance. Et il y a une trahison dans tout ça en plus. Alors, c'est vraiment un sentiment, là, qui est venu m'affecter au plus profond de moi-même après 17 ans. Là. Je ne sais pas, après la première année. Puis, des fois, je me demande si je vais revenir comme avant, à ce point-là. Merci beaucoup pour ce partage. C'est un beau partage, Nathalie. Puis, j'entends à travers ça comment c'est difficile pour vous, hein, comment ça a été humiliant aussi. J'en parlais ce matin aussi, de la façon que j'avais pu être reçue. Il y a tellement de situations dans tout ça qui sont difficiles à vivre. Des fois, je me dis même, à chaque fois, se présenter devant un nouveau médecin, qui en soi est un spécialiste, mais à chaque fois, se présenter devant un nouveau médecin, être capable d'expliquer qu'est-ce qu'on vit, de le raconter, de ne pas savoir comment il va réagir. Quelqu'un me disait un jour, t'es bonne, tu arrives à parler au médecin puis à expliquer qu'est-ce que tu as comme symptômes. Juste ça, ça prend du courage. Et c'est vrai aussi, qu'est-ce que vous dites, qu'à quelque part, quand on n'est pas reçu, quand on n'est pas accueilli, qu'on se met à dire des propos blessants, ça me fait penser un peu à ce que le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui a parlé beaucoup de la résilience, du concept de la résilience, la capacité de rebondir, de continuer en dépit des épreuves. Ça me fait penser beaucoup à ce qu'il dit. En même temps, lui parle beaucoup des traumatismes. Puis il dit, par exemple, une personne a vécu un gros traumatisme, une situation d'abus, quelque chose comme ça, qu'elle a dénoncé, et quelqu'un arrive et ne la croit pas, cette personne-là, ben lui dit, c'est comme un traumatisme par-dessus un traumatisme.
Bon, c'est peut-être un petit peu différent comme situation, mais en même temps, on pourrait dire qu'un traumatisme, c'est souvent quand on a craint pour sa vie ou qu'on voit quelqu'un dont la vie est menacée ou qui pourrait être sur le point de mourir. Mais ça touche quand même à notre santé, là. Et en même temps, donc ça touche à notre santé, puis en même temps, quand on n'est pas cru, je trouve que c'est quelque chose qui est semblable. C'est comme si on avait un autre traumatisme ou une atteinte par-dessus toutes les atteintes qu'on a déjà, à avoir des symptômes qu'on ne comprend pas, à avoir de la douleur, à avoir de l'inquiétude. Alors, je trouve que vous le décrivez dans des beaux mots, Nathalie, comment ça peut être difficile, puis comment en même temps, on peut en venir à perdre confiance, puis à perdre confiance en soi. Et je pense que c'est difficile, hein? C'est comme, je pense qu'il faut, je sais pas, chacun a essayé de voir qu'est-ce qu'il peut faire, mais comment on peut revenir vers nous, puis être capable des fois de se dire, ben ça m'appartient pas, comme lui m'a répondu, comme ce matin je vous disais ce qu'un médecin m'avait dit, puis somme toute, ça lui appartenait pas, ça m'a touché profondément. Et comment après ça, peut-être en parlant ou en prenant du temps pour revoir en dedans de soi comment on le vit, comment on peut redonner ça à l'autre aussi. Mais c'est effectivement une émotion qui est très lourde à porter et qui est, je pense qu'on peut dire que c'est une blessure, tout ça, une blessure de plus dans le chemin ardu qu'on est en train de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait envie? Joanne, peut-être tu peux parler plus fort. Non, mettre le micro dans ta main ou parler plus fort. On va essayer quelque chose. Le micro vers ta bouche ou parler plus fort. Là, on t'a perdu un peu. Le problème, c'est l'ordinateur qui chauffe. Mon aide technique me dit que le problème, c'est l'ordinateur. Je suis en train d'essayer de faire quelque chose, là. En attendant, je vais demander s'il y a quelqu'un d'autre. On a un commentaire qui est peut-être pas du même ordre là, de ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire que la personne, elle exprime là, un peu ce dont on a parlé ce matin, le manque de communication entre les spécialistes. Peut-être qu'on peut relier ça à la frustration, hein, de la frustration le fait que le dossier n'est pas regardé dans son ensemble pour une personne, puis le manque de communication. Donc, c'est comme l'éléphant que Isabelle Jordan a montré tantôt, puis moi aussi, je montre ça des fois dans des présentations. C'est chacun regarde une partie, l'oreille, la patte, la queue, mais on ne fait pas là, le tour de la situation. Oui, tout à fait. Puis dans le fond, c'est vrai un peu, là, hein, ça aussi, ça peut être une source de frustration. Il y a tellement de choses qui peuvent être des sources de frustration. Et puis quand je parle de l'émotion qu'on peut vivre, hein, on les a entendus plusieurs fois à travers les témoignages, à travers aussi cette personne-là qui prépare, je pense que c'est son mémoire de maîtrise ou de son doctorat, sa thèse, mais qui avait étudié l'errance diagnostique. Puis quand je vous parlais de chaos tantôt, ça peut être qu'on ressent de la tristesse, qu'on ressent de la colère, qu'on ressent de la dépression, qu'on ressent de la souffrance, de la puissance, qu'on ressent de la souffrance dans tout ça, du désarroi. Il y a toutes ces émotions-là, comme j'ai souvent dit aux enfants en thérapie, toutes les réponses sont bonnes, là, et ça peut être lié à toutes sortes de situations. Je regarde le temps, j'essaie de faire en sorte que je respecte le temps, mais vous aurez d'autres occasions aussi de vous exprimer. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait ajouter quelque chose? Qu'il y a quelqu'un qui était prêt? Là-dessus, non, il semble, mais si tu veux continuer avec une autre question, réflexion, vas-y. J'ai envie de parler un petit peu des émotions. Ouais. Parce que quand on vit toutes ces choses-là, on les vit, on peut sortir d'un rendez-vous justement, s'être senti blessé, être désorienté, avoir envie des fois de se dire, moi je ne retourne plus voir personne parce que c'est tellement blessant comment je peux être reçue. Moi j'ai envie qu'on porte un peu notre réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit des émotions lourdes comme celle-là. Et
Quels sont les moyens qui peuvent nous aider à se sentir mieux, à retrouver du bien-être? En fait, ce qui me venait, c'était de voir justement qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, si on vit une émotion lourde, on peut essayer de se distraire. Hein? On peut revenir chez nous puis on va dire, bon, ben moi, je regarde une émission et puis je pense plus à ça. Ce qui peut être un bon moyen, là, parce que il y a des moments où on a besoin de juste se vider la tête, mettre notre attention sur d'autres choses. Ça peut aider, puis en même temps, souvent, ce qui va aider, ça peut être d'y repenser à un moment donné, parce que l'émotion, si on fait juste la refouler, elle risque de revenir à un autre moment où la situation difficile, elle ne sera pas pour autant résolue, puis peut-être que si on leur vit, on va être encore dans l'humiliation qui va être tout à fait légitime, mais on va peut-être se sentir encore plus écrasé par la suite. Alors moi, ce que j'avais envie d'apporter, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces émotions-là? Par exemple, je pense à ce que Nathalie vient de dire, qu'est-ce qu'on peut avoir comment on veut avoir envie de l'exprimer, que ce soit de la colère, que ce soit de l'impuissance, que ce soit de la frustration. Exprimer son émotion, en prendre soin, ça peut vouloir dire pleurer. Ça peut vouloir dire en parler à quelqu'un. Et en parler à quelqu'un, ben, il y a peut-être quelqu'un autour de nous, dans notre entourage, ou une amie, ou je sais pas, quelqu'un dans la famille. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que je suis littéralement desséchée. Et je remercie ta sœur Suzanne. Je pense qu'elle nous a réglé le problème de son. Là, on t'entend là, très, très bien. Le micro, Elle va avoir, le micro était mal branché. Ah, le micro était mal branché. Bon. Elle va avoir... Ça va. Ah, je peux lâcher mon micro? Ah, bon, ben parfait, là. Elle va avoir une grosse récompense, elle, pour tout ce qu'elle a fait dans le mois de Zébrier. Donc, ça peut vouloir dire pleurer, ça peut vouloir dire en parler à quelqu'un pour pas rester avec tout ça. Et des fois, dans notre entourage, on en parlait tantôt, je pense, hein, dans la brochure Vivre sans diagnostic, qu'il y a des personnes qui vont être aidantes pour nous, puis qu'il y en a qui ne le sauront pas. Il y a des personnes autour de nous qui vont, dans cette situation-là, si on vit une émotion difficile à travers l'errance diagnostique, qui vont peut-être nous dire « Ah, tu t'en fais trop, ah, tu cherches trop, fais-toi-en pas avec ça, ça va se régler bientôt, tu fabules peut-être un peu, ça doit pas être si grave que ça. » Et des fois, il y a des personnes, bon, ça peut être dans leur personnalité puis leur façon de vouloir régler les choses. Ça peut être aussi parce qu'ils se sentent mal avec ça, puis parce qu'ils se sentent impuissants, puis parce qu'ils n'aiment pas ça, voir la personne qui est en face d'eux, la personne proche d'eux, ils n'aiment pas ça, la voir souffrir. Et moi, je me dis des fois que ça m'est déjà arrivé à quelqu'un de proche de moi de dire à la personne, écoute, tout ce que j'ai besoin, c'est pas que tu me dises des réponses toutes faites, c'est juste que tu m'entendes, c'est juste que tu m'écoutes. J'ai juste besoin de dire, hey, regarde, j'ai trouvé ça difficile aujourd'hui. Oh, regarde, je suis assez fatiguée, là, je suis allée, le diagnostic change. Finalement, j'ai pas un autre rendez-vous avant 6 mois. Donc, ça peut être de faire ça, ça peut être d'exprimer de cette façon-là. Ça peut être aussi si on a besoin d'en parler, ça peut être de joindre un groupe d'entraide. Bon, moi, tout le temps de l'errance, je me disais, à quel groupe d'entraide je me joins? J'ai pas de maladie précise. Je peux pas aller vers la sclérose en plaques, c'est pas ça qu'on me dit. Je peux aller vers le Parkinson, un bout de temps, on me dit, c'est ça que vous avez. Après ça, on me dit que c'est plus ça. Alors, c'est comme, y a-t-il un groupe qui existe? Ben là, je vois qu'au RQMO, vous êtes en train de travailler là-dessus, puis qu'on a déjà eu une rencontre, en tout cas, où on a fait un échange, où on a pu se donner du soutien mutuel. Il y a Audrey Sasseville aussi qui a parlé ce matin, puis qui a un groupe de soutien pour les champs diagnostiques. Je pense qu'on peut le voir là, sur le site du RQMO. Et je trouve ça très beau comme initiative. Moi-même, j'ai commencé à y aller, puis il y a des partages très intéressants. Et même si ça ne règle pas tout, parce qu'on sait que c'est un chemin ardu, ça peut être réconfortant de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivent des émotions puis des réalités semblables aux nôtres.
on peut se sentir moins seul, on peut partager son fardeau, on peut l'alléger, on peut peut-être même le déposer un instant. Si on a besoin d'exprimer les émotions fortes qu'on vit, ça peut aussi être d'écrire, écrire son journal, dessiner qu'est-ce qu'on ressent. Moi, pour moi, ce qui m'a aidé, ce qui m'aide encore, ça a été de dessiner. Je vous en ai montré ce matin des dessins. Je ne sais pas si on pourrait les voir un instant. Il y en a peut-être qui ne les ont pas vus. C'est qui l'aide technique? C'est Jean-Philippe, c'est ça? Alors ça, je disais que c'est un dessin vraiment, c'est pas parce que j'avais suivi des cours de dessin, j'ai toujours aimé dessiner. C'est un dessin que j'ai fait pendant l'errance diagnostique et je me revois, là, j'avais installé mon chevalet. C'était en début d'errance, quand j'avais beaucoup plus de motricité. Et ça m'avait fait un bien énorme de juste concentrer là-dessus. Et je pense qu'il y en avait un deuxième dessin qui suivait tout de suite. Ah, ça, c'est mon petit oiseau. Ben, je peux dire que mon petit oiseau, elle va pas m'aider à exprimer mes émotions, mais elle peut me faire rire des fois, elle peut me distraire, puis elle peut m'apporter du réconfort, puis venir se cacher dans mes cheveux. Je vous dirais même qu'une fois, je me suis mise à pleurer, puis elle s'est mise à licher mes larmes, là. Alors, c'était une petite présence réconfortante. Même, je peux lui parler, même si elle ne comprend pas qu'est-ce que je lui raconte. Et je pense qu'il y avait un autre dessin qui suivait. Alors, celui-là, c'était probablement dans une journée plus difficile. Ce que j'expliquais ce matin, c'est que pour moi, il y avait quelque chose de plus désertique dans ce dessin-là. On voit peut-être moins le haut, mais le ciel est foncé. Les quelques herbes qui sont là, pour moi, c'est comme quelque chose de plus aride. Et probablement que ça traduisait la façon dont je me sentais cette journée-là, que ce soit par rapport aux symptômes ou que ce soit par rapport à l'errance diagnostique. Donc, pour le moment, ça va avec les images. Donc, ça peut être des moyens qu'on peut utiliser comme ça pour exprimer les émotions. Ouais. Et j'ai envie de vous demander, encore une fois, s'il y a une ou deux personnes ou quelques personnes qui veulent exprimer, vous pouvez prendre le temps de juste vous arrêter un peu et de voir qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme moyen pour exprimer ces émotions-là lourdes qu'on vit à travers l'errance diagnostique. Et peut-être qu'en les partageant, ça va peut-être faire un petit son de cloche chez quelqu'un et ça va être un autre moyen de nous aider mutuellement. Alors, je vous invite, si vous avez envie de juste partager comment vous composez avec les émotions difficiles, comment vous arrivez à les exprimer. Oui, il y a Audrey qui a levé sa main. OK. Allô? Rebonjour. Rebonjour, Audrey. Oui, ben moi, j'écris beaucoup des poèmes. Quand j'ai un trop plein d'émotions, ça m'aide vraiment. Puis quand j'ai trop de colère, exemple, envers un professionnel exemple, il y a un professionnel un jour qui me dit « Ah, vos symptômes, pour moi, c'est du vent. » Puis j'étais très, très fâchée. Ben, ça arrive souvent dans la dernière année qu'on invalide mes souffrances. Donc, moi, j'ai beaucoup de colère en moi. Je travaille fort à essayer de bien la canaliser puis que ça sorte bien. Puis, ça m'arrive d'écrire une lettre au médecin que je n'enverrai jamais, là, que je garde pour moi. J'écris toutes mes frustrations, puis je la relis jamais. Je fais juste l'écrire, je me défoule. Sinon, ben, ça m'est déjà arrivé d'aller avec une de mes amies dans le bois, vraiment loin, juste crier, genre hurler toute la colère que j'avais en moi. Puis ça, je pensais pas qu'on me fait crier aussi fort, là, en tout cas, ça a vraiment fait du bien. Sinon, ben, la thérapie, ça peut être aidant là, ben, c'est sûr que c'est dispendieux, là, une thérapie au privé, mais personnellement, moi, ça m'aide beaucoup. Puis aussi de chanter. Moi, je chante beaucoup, puis ça m'aide. Puis c'est beau. C'est ça. C'est beau ton partage, Audrey. Hein? C'est vraiment tous des moyens qui peuvent aider, plutôt que de garder tout ça en dedans de soi et ça devient lourd. Puis moi, j'observe en tout cas, plus j'ai des émotions lourdes en dedans de moi, plus j'ai des stresseurs, plus mes symptômes ils peuvent augmenter. Puis c'est pas ça que j'ai envie. Alors, c'est autant de tout ce que tu as nommé, puis tu disais, bon, des fois j'écris des poèmes, je me disais, ça vaudrait peut-être la peine un jour, ceux qui veulent, si on a un groupe d'entraide, ben on peut peut-être lire un poème qu'on a écrit à travers l'errance diagnostique si on a envie de partager, ou un dessin qu'on a fait, ou
hein, d'aller crier dans le bois, c'est génial parce que des fois, on ne peut pas le faire quand on est dans le bureau du médecin, mais on a besoin de la sortir, toute cette frustration-là, cette colère. Je trouve ça très beau, tous ces moyens-là, Audrey. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de partager ici? Personne? Peut-être qu'il n'y a personne d'autre. Joanne, il y a un sujet que tu m'as déjà abordé. Je ne sais pas si tu me laisserais lire juste un petit extrait du guide qu'on vient de lancer à propos des membres de la famille. Oui. Il dit là, il sera souvent, ici, ce guide-là, il prépare des gens qui sont au début de leur parcours là, de diagnostic. Il sera souvent difficile pour les autres de reconnaître les particularités, les besoins. Là, je vais lire de votre enfant, mais ça peut être aussi de l'adulte. Lorsque vous n'êtes pas capable de leur donner le diagnostic, certaines personnes peuvent douter et exprimer de l'incrédulité si vous ne pouvez pas leur donner un nom ou une condition spécifique. Tout comme vous devez peut-être surmonter votre propre déni, il en va de même pour les membres de votre famille. Puis là, il y a certains parents qui ont décrit les membres de leur famille comme étant trop optimistes aussi, qui déclarent « Ah, ça va passer », surtout lorsqu'on parle d'un enfant, là, l'enfant va grandir, ça va passer. Puis là, ils sont trop optimistes. Oui. Il peut être contrariant et fatigant de ne pas recevoir le soutien et la validation dont vous avez besoin. La dernière chose que vous voulez faire est de passer votre temps à convaincre les autres que quelque chose ne va pas. Ouais. Donc, c'est... puis, on dit ici, ce n'est pas qu'ils sont méchants ou sans empathie, ils ne comprennent tout simplement pas. Tout à fait. Puis, il me semble, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu peux partager. Tu n'avais pas partagé à un moment donné que tu avais écrit une lettre à ta famille, je pense, pour expliquer un peu plus ta situation. Puis... Ah, c'était... C'est peut-être pas toi. C'est peut-être pas moi, mais, okay, mais je trouve l'idée de la lettre intéressante. Hein? Puis, comme en t'écoutant, je me disais, des fois, ça vaut la peine de prendre le temps, comme je disais tantôt, de s'asseoir avec la personne puis de dire, regarde, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, pas de me chercher une solution toute faite. Et ça peut être une belle idée d'écrire. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, il y avait une situation difficile que je vivais avec quelqu'un, puis je n'avais parlé avec un collègue et j'avais décidé d'écrire une lettre à cette personne-là. Et ce collègue-là avait dit, c'est excellent de le faire de cette façon-là parce que la personne va la lire, normalement, elle va la lire jusqu'au bout. On ne partira pas dans une chicane là, après 2 lignes. Puis après ça, juste dans une condition où on peut être capable de se reparler tous les deux calmement, on le fera. Et si ce n'est pas possible de se reparler calmement et que vraiment, il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, des fois pas pour mal faire, des fois parce qu'eux aussi sont dans le déni, des fois parce que les autres ne comprennent pas, ben peut-être qu'on peut choisir de les voir moins ou de pas leur raconter ce qu'on vit par rapport à cette situation-là parce que ça risque de juste continuer à amener des émotions lourdes dans nous. Ouais. Et une chose qui me vient aussi par rapport à ça, c'est comment, moi je dis toujours, on vit les choses de l'intérieur. Chacun de vous vivez la maladie rare de l'intérieur et les gens, ou votre enfant aussi, et les gens ne peuvent pas tout comprendre. Hein. C'est vrai que je ne sais pas qui disait ça ce matin ou j'ai lu ça, que des fois on ne le voit pas. Hein. Comme là, vous me regardez, puis vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que je vis intérieurement, qu'est-ce que j'ai comme symptômes, comment je me sens. Ce n'est pas écrit forcément dans mon visage, mais vous le savez. Et des fois, les gens vont penser que vous exagérez, mais vous le savez, qu'est-ce que vous vivez. Ça, je pense que de faire des choix dans ce temps-là, c'est une bonne idée. Ou de se dire, si cette personne-là est dans mon environnement régulièrement, ben c'est correct, mais c'est pas à elle que je vais raconter ce qui me concerne par rapport à ma maladie ou par rapport à ce que je vis dans l'errance diagnostique. Et ce que j'avais envie de dire aussi, c'est par rapport aux émotions, c'est comment on peut avoir beaucoup d'émotions, on peut avoir beaucoup de stresseurs, puis on peut même des fois ne même plus savoir qu'est-ce qu'on ressent.
parce qu'on est tellement dans un tourbillon, parce qu'il y a de l'impuissance, parce qu'il y a de la frustration, parce qu'il y a de l'incompréhension, parce qu'il y a la peur de nos symptômes qui augmentent et qu'on n'a pas d'aide, parce qu'il y a la douleur qu'on peut avoir à vivre, la douleur physique et psychologique. Et dans certaines situations, je vous dirais, ben ça peut être utile, comme Audrey le disait tantôt, d'aller en thérapie, ou d'essayer de voir. Bon, là, je sais qu'il y a la pandémie qui est pas tout à fait finie, puis que j'entends mes collègues dire qu'ils sont débordés. Moi, d'ici un mois, je vais cesser de travailler comme psychologue. Mais bon, on peut essayer de voir s'il y a un psychologue ou quelqu'un d'autre. Ça peut être dans une ressource communautaire. Une chose que j'ai trouvée utile, je vous dirais utile pour l'avoir moi-même utilisé, qu'à certains moments, je pouvais me sentir comme fatiguée, écrasée, dans l'incertitude, avoir besoin de parler à quelqu'un. Puis des fois, à 11h, 11h30, minuit, quand on dort pas, puis qu'on a besoin de parler à quelqu'un, puis qu'on n'a pas forcément quelqu'un à côté de nous, ben on peut faire appel à une ressource. Et je vous dirais que moi, j'ai déjà appelé à certaines occasions au 811 Info Sociale en disant, voilà, je suis psychologue, mais je vis telle situation, puis ce soir, tout ce que j'ai besoin, c'est que quelqu'un m'écoute. Et j'ai souvent trouvé une belle écoute. Puis des fois, il y a des intervenants, pour la plupart, je pense que c'est des travailleurs sociaux qui m'ont suggéré, mais il y a peut-être telle ressource qui pourrait vous aider avec telle chose. Des fois, c'était pour essayer de trouver des moyens d'avoir plus d'aide pour le transport dans les rendez-vous médicaux ou autre chose. En tout cas, j'ai envie de vous dire, quand vous sentez que vous êtes dépassé, essayez de voir où vous pouvez vous tourner. Bien sûr, il y a le RQMO aussi, et puis je pense qu'il y a une écoute qui peut être donnée à cet endroit-là. Puis aussi, je sais qu'avec votre centre IRAR, là, vous pouvez aussi orienter les personnes pour, en tout cas, voir avec elles s'il y a d'autres spécialistes qui pourraient les aider. Et j'avais juste envie de dire par rapport à la brochure aussi, Vivre sans diagnostic, moi je pensais, je l'ai lu, puis je pensais en même temps comment il y a tous les aspects de savoir comment parler aux professionnels, comment composer avec tous les aléas de la vie, comment à certains moments on peut avoir besoin d'avoir plus de soutien, avoir quelqu'un qui pourrait peut-être s'occuper de notre enfant. Je me dis aussi qu'en même temps, pour arriver à mieux vivre, puis ils en parlent là-dedans dans cette brochure-là, qu'on peut aussi chercher. Il arrive quelquefois que chez nous, on perd Internet, la connexion est mauvaise, ça se peut qu'on vienne de perdre Joanne. OK. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'équipe qui a une façon de rejoindre Joanne. Je ne sais pas si... Suzanne qui est encore à ton secours. Je vous dis qu'elle va avoir une grosse récompense. Suzanne, je pense qu'elle va joindre notre équipe technique là, qui nous a aidés tout le mois là, du haut son. Ils vont l'embaucher. Il faudra que vous l'incluiez dans vos remerciements, les personnes à remercier. Alors, j'allais dire, on peut regarder aussi concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer nos stress par rapport à toutes sortes de situations. Dans mon cas, c'est vrai, je préparais mes rencontres avec les médecins. Ça ne veut pas dire que ça a toujours bien été. Mais j'arrivais souvent avec mon petit papier, ma feuille, avec tout ce que j'avais noté, puis un des neurologues me disait « Qu'est-ce que vous avez sur votre petit papier aujourd'hui? » Puis « Y a-t-il d'autres choses sur votre petit papier? » Puis ça me faisait rire en même temps, puis ça allégeait. Donc, des fois, ça pouvait être aussi de refaire faire une démarche. Dans mon cas, c'est déjà arrivé que pour la première résonance magnétique, au bout d'un mois, je n'avais pas les résultats. Puis j'appelais tout le temps, puis on me disait « Ah, mais tout doit être correct, on n'a pas les résultats, on y aurait communiqué plus vite. » Et on me disait tout le temps ça, et un jour, je me suis dit « OK, je m'en vais sur place. » Et là, elle a demandé, la secrétaire à l'hôpital, d'envoyer le résultat.
Et là, ça disait qu'il y avait d'innombrables lésions de la substance blanche. Et là, je me suis dit, ah, OK, ça me causait un stress de savoir ça, mais ça m'en avait enlevé un de faire cette démarche-là. Ce que j'avais envie, je vois le temps qui passe, mais il nous reste quand même... Juste avant, juste dire 2 commentaires là, qu'il y a. Il y a une personne qui, même si elle a maintenant son diagnostic, elle trouve ça difficile d'être crue là, par rapport à la forme rare de cancer qu'elle a. Fait que ça, on en a parlé beaucoup ce matin, puis tantôt aussi, là, tu nous as parlé de la question de quand on n'est pas cru. Notre invitée de Colombie-Britannique, Isabelle Jordan, elle en a parlé, là, comment il faut un partenariat avec nos médecins pour être écoutés, respectés. J'ai vu un autre message passer qui recommandait aussi le 811 pour de l'écoute. Oui. Je sais que nous, il y a quelques années, on l'avait recommandé à des personnes, puis ça se passait pas très bien. Les gens étaient en crise, mettons, avec des douleurs chroniques, puis appelaient là, puis en tout cas, mais je crois, puis je pense que c'est beaucoup avec la pandémie. Là, maintenant, ça s'est développé, ce service-là. Il y a le service exprès là, pour l'aide psychologique, en fin de compte. Là. Oui. Je ne sais pas s'il y a un autre numéro que le 811. Mais, moi, ce que je pense aussi des fois, excuse-moi Gaëlle, c'est comme on sait qu'il y a aussi le Centre de référence du Grand Montréal qui ont un site puis qui ont toutes sortes de ressources communautaires. Ben, nous, on utilise ça, tu sais, tu as dit le RQMO. Fait que nous, la partie soutien qu'on fait, c'est de trouver tous ces organismes-là le plus près de la personne parce qu'on sert tout le Québec. Les gens peuvent aller, s'ils sont dans le Grand Montréal, ils peuvent aller sur ce site-là, mais nous, notre intervenante agente d'information à notre centre Erreur, c'est ce qu'elle fait. Trouver les ressources puis dans toutes les régions. L'autre chose que quelqu'un a écrit, c'est dans le cas des gens avec la douleur chronique, ben nous, elle parle de l'Association québécoise de la douleur chronique. Ben, c'est l'endroit où nous, on réfère des gens, là, parce qu'ils ont des groupes de soutien, ils ont des conférences, fait que pour les douleurs chroniques, l'Association québécoise de la douleur chronique. Oui. Puis comme je disais, c'est comme des choses qu'on peut inclure dans notre vie qui ne règlent pas forcément tout, mais qui nous aident à mieux naviguer ou à faire des petits bouts de chemin. Je vous disais au début qu'il n'y a pas de solution miracle, mais toutes les réponses sont bonnes, là, tous les pas qu'on peut essayer de faire. En tout cas, ça vaut la peine. Ce que j'avais envie de vous dire comme dernier point, il me reste un beau quart d'heure, c'est qu'à travers tout ça, à travers l'errance diagnostique, puis tantôt aussi avec ta dernière invitée, on parlait de ça, vous parliez de ça aussi, de l'incertitude, de ne pas savoir, est-ce qu'on va en avoir un diagnostic ou ça, on n'en aura pas. Puis ça mobilise beaucoup de nos ressources pour tenter d'aller de l'avant dans notre quête, de trouver les bons professionnels, de regarder même les moyens qui peuvent nous aider à continuer à vivre mieux. Moi, je vous disais que j'ai défrayé pour des soins de santé, physio, massothérapeute, mais bref, des choses qui pouvaient m'aider. Et à travers ça, ça se peut qu'on n'arrive pas à un diagnostic, ça se peut que oui, on a des malaises, mais moi, je me dis, j'ai une vie à vivre. On a une vie à vivre. Je vous disais que quelqu'un m'avait dit de penser à ce que je voulais pour ma dernière décennie. Ben, j'ai une vie à vivre. Et je ne suis pas en train de dire qu'on oublie tout. Quelqu'un qui est criblé par la douleur, par les malaises, va peut-être trouver ça difficile de se faire des projets. Mais je lisais aussi dernièrement que, je ne sais plus où j'ai lu ça, moi je suis curieuse, puis je regarde toutes sortes de choses, mais j'entendais que notre cerveau a besoin d'avoir des projets. Et je me disais, c'est pas fou. Le projet, quand je suis une journée où je suis pas bien, puis que j'ai beaucoup de douleur, beaucoup de fatigue, le projet, ça va peut-être être de lever la tête de mon lit, puis de faire une lecture qui est intéressante, ou de faire une sieste, ou de prendre mon petit oiseau, puis de la laisser se promener sur moi, puis de la regarder, puis de rire finalement, puis de sortir un peu de ce que je vis en me centrant sur elle. Le projet, c'est peut-être plus comme pour moi de faire une grande randonnée. Je peux plus aller marcher le soir quand il fait noir. Je peux plus, je risque de tomber.
Faire mon ménage, c'est de plus en plus difficile. Bon, ça me dérange pas de laisser ça de côté puis de donner ça à quelqu'un d'autre, là. Cuisiner longtemps, je peux plus non plus, mais me faire des petits repas qui vont être adaptés, ça, c'est possible. Adapter à la mesure de nos capacités, mais continuer à avoir des projets en tenant compte de nos forces, mais pour vivre. Puis, vous savez, c'est comme je me disais, je pense que ce que j'ai envie de vous dire, de dire aux participants, c'est de vous permettre de rêver, même si vous vivez de l'errance diagnostique, de vous permettre d'avoir des petits îlots, des petites oasis, des petits moments de bonheur, si vous êtes capable, pour continuer à vivre votre vie. Et je me disais, j'ai envie de leur dire, c'est ça, de continuer à rêver. Et la dernière question que j'avais envie de vous demander, c'est qu'est-ce que ça serait pour vous un projet qui vous ferait du bien? Même s'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, vous pouvez adapter. J'ai envie de vous laisser parler. Je vais juste vous dire, avant Noël, je faisais des décorations, puis j'essayais de saupoudrer des brillants sur des petits pots décoratifs que je faisais, puis mon bras était tellement fatigué, puis je me suis dit, comment je vais faire? Puis là, je me disais, comment je ferais si j'étais un enfant? Puis là, j'ai trouvé une façon de le faire, et des fois, je me dis, je suis rendue là. C'est comme si je redevenais un enfant. Puis je vous parlais de la compassion, puis de l'autocompassion. Ça, c'en est pour moi. Mais finalement, j'ai réalisé des choses, puis les gens autour de moi m'ont dit « Ah, mais c'est beau, qu'est-ce que tu as fait? » J'aurais peut-être été capable d'en faire plus avant. Maintenant, j'en fais moins, mais j'en fais quand même. Ou des fois, je dessine. Je vous ai montré des dessins tantôt, mais maintenant, mes dessins, c'est beaucoup de faire de l'aquarelle, des temps de l'aquarelle, de regarder les couleurs, de faire des petites formes, des petits bonhommes qui peuvent avoir l'air des bonhommes d'enfants, mais en même temps, je me dis, qu'est-ce qui est beau, c'est pas la perfection, c'est l'imperfection. J'ai envie de vous laisser la place, puis de vous demander, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme projet à travers ça pour adoucir cette période-là et pas oublier de vivre votre vie à travers ça. S'il y en a qui veulent s'exprimer, Audrey nous disait tantôt qu'elle écrivait des poèmes. Bref, chacun peut avoir des projets qui soient petits ou grands. Qu'est-ce que vous rêveriez de faire puis que vous ne faites peut-être pas parce que vous êtes peut-être comme trop submergé à certains moments par tout ce que vous vivez. Alors, la parole est à vous. Sinon, je vais poser la question à Gaëlle, même si tu ne vis pas d'errance diagnostique. On vit quand même toujours certaines choses. On a tous notre souffrance. Hein? Et c'est sûr, dans les dernières années, j'ai mis de côté beaucoup de choses que j'ai envie de faire, là, parce que tu l'as dit, on a une vie, puis j'ai atteint 65 ans, puis c'est là qu'on se dit toujours, il nous en reste peut-être pas beaucoup, fait qu'il faut faire des choses. Puis je vais vous dire une des choses que moi, je regarde de ce temps-là, et je pouvais vraiment pas durant le mois de février, mais puis ça peut vous intéresser, là, vous savez, il y a l'art-thérapie. En fait, il y a beaucoup de types de thérapie, hein. Il y a quelqu'un qui nous a contacté qui fait de la danse-thérapie, c'est-à-dire c'est une personne là, qui est danse-thérapeute, qu'on pourrait peut-être même envisager de faire un atelier. Il y a l'art-thérapie, puis avec la COVID, tout ça a été mis en ligne. Puis, peut-être que ça nous force plus à faire des choses qu'on pensait faire, mais que des fois c'est un obstacle de prendre le transport en commun ou la voiture, puis aller à un local, puis surtout l'hiver, quand il fait pas beau. Mais là, il y a des choses là, en ligne virtuelle. Je vais vous donner juste un nom. Là, vous pouvez regarder ça, les ruches d'art, des''ART, des ateliers. Il y a des art thérapeutes, il y a d'autres genres d'ateliers. Donc, c'est peut-être des choses, là. Moi, c'est des choses qui m'intéressent, mais c'est peut-être des choses qui intéressent d'autres personnes. Puis, en général, ça coûte rien. C'est des organismes là, qui organisent ça. Puis,
des OBNL. Puis, fait que ça peut être des choses, là. Évidemment, vous savez, il y a déjà eu, là, nous, on référait des gens, là, à McGill, là, au Centre universitaire de santé McGill, une chercheure qui travaille, entre autres, sur l'autogestion, là, d'une maladie chronique, de la douleur, puis elle avait mis un programme, c'est des programmes qui existent à des endroits, d'autogestion, des ateliers où on apprend à autogérer une maladie chronique ou de la douleur. Et évidemment, ça serait très bon aussi pour gérer de l'errance diagnostique. Il appelait ça le toolbox, là. C'était des ateliers qui se développent, qui étaient sur plusieurs semaines. On envoyait des gens là. C'est comme ça donne une boîte à outils pour passer à travers les choses. Je vais vous dire, il y en a qui ont bien aimé ça, puis d'autres personnes, peut-être c'était pas leur genre de choses, mais évidemment, dans la boîte d'outils, il y a des choses dont on entend souvent parler, hein. Les techniques de relaxation, la méditation, le yoga, selon sa capacité physique, évidemment. Fait que je me dis, c'est peut-être des choses aussi là, que peuvent aider. Je ne sais pas si toi, tu as passé à travers des phases où tu as essayé des choses comme ça. Oui, bien sûr. Il y a des années, je suis allée à un de ces ateliers-là parce que j'avais de la douleur chronique et puis je l'ai fait, l'atelier avec le toolbox. Tu parles de l'art-thérapie, puis je m'en allais oublier de le mentionner parce que moi, j'ai commencé, en fait, c'était quand, je pense que c'était à l'automne dernier ou à l'été dernier, à rencontrer une art-thérapeute. Ça s'est fait en partie dans son bureau, en partie par Zoom. Et moi, ça m'aide vraiment beaucoup, ça me fait du bien. Ça m'aide à m'accueillir aussi parce que l'art-thérapie, c'est pas de vouloir faire des œuvres d'art à la perfection, c'est vraiment d'exprimer ce qui nous vient à la façon dont ça nous vient. Et ça me fait un grand bien. Puis j'ai comme envie de dire aussi par rapport à ça, quand je vous dis d'avoir un projet, ça peut être tout petit. Hein? Moi, il y a un temps dans ma vie, à cause de la maladie gastro-intestinale, j'avais beaucoup de douleurs chroniques et je voulais créer. Mais des fois, j'étais tellement prise avec ma douleur que je le faisais pas. Puis c'est correct, il y a des jours où je le faisais pas. Mais à un moment donné, je me suis dit, puis j'apprends à faire ça, je me suis dit, ben si j'ai de la douleur, je peux peut-être quand même faire quelque chose. Je vais peut-être pas faire du dessin ou faire une grande œuvre pendant 1 heure de temps, mais je peux commencer tout petit. Ou commencer tout petit à faire des exercices qui m'aident. Ou si je fais mes exercices de phytothérapie, je suis pas obligée de faire tout le programme, mais de dire, OK, j'en fais 2 ou 3 par jour des exercices. Commencez tout petit dans la tolérance puis dans la compassion. Puis j'ai envie de vous dire là-dessus aussi, c'est comme, on a le droit de tomber. On a le droit de tomber. On a le droit de dire, OK, j'ai commencé à faire telle chose qui m'aide. OK, j'ai commencé à trouver des moyens pour exprimer mes émotions. Puis tout d'un coup, ça ne me tente plus parce que je suis dans une phase plus dépressive. Dans la maladie aussi, moi, c'est neurodégénératif. Des fois, j'atteins une nouvelle étape où il y a des nouveaux symptômes. Puis là, je me sens déprimée parce que je me dis, il y a d'autres choses que j'arrive plus à faire. Puis c'est là, ça passe, j'en parle. Puis au bout d'un temps, je me dis, OK, mais je peux quand même encore faire telle chose. Et puis, je vais trouver des moyens d'adapter pour continuer à vivre. Donc, d'aller tout petit. Il y a la professeure de yoga, Nicole Bordelot, qui a écrit plusieurs livres. Et je me souviens que dans un de ses livres, je pense, ou en tout cas, une des conférences qu'elle a faites, qu'elle disait, ce n'est pas le nombre de fois qu'on tombe qui compte, mais le nombre de fois où on se relève. Et on n'est pas obligé d'être parfait. Et on peut s'accueillir avec sa lenteur ou sa difficulté. Alors, peut-être que vous allez repartir, puis il y a peut-être des petites graines qui vont avoir été semées, il y a peut-être des choses qui vont vous rester en tête. J'espère qu'il y a des outils qui vont vous avoir aidé. Et j'avais, ou des partages qui vont vous avoir aidé. Et j'avais, en terminant, une petite pensée que je voulais partager ce matin. Avant que l'image apparaisse, je voulais vous dire, moi, tout au fil de ma vie, je pense que ça fait partie de ma résilience. J'ai lu beaucoup d'histoires de courage. J'avais toujours envie de lire des histoires d'adversité, puis des histoires, des témoignages. Et
probablement que ça me rejoignait dans ce que je vivais. Et dernièrement, il y a quelque chose qui m'a ramené à penser à Helen Keller. Helen Keller, qui est née en 1880 et qui a une maladie à 19 mois qui l'a laissée complètement sourde et complètement aveugle. Et si vous avez envie d'aller voir sous Helen Keller, c'est une femme qui a vécu jusqu'à l'âge de 87 ans, je pense, et qui a fait des choses incroyables. Elle a écrit une dizaine de livres. Je suis en train de lire un de ses livres, un e-book, c'est The World I Live In, et elle raconte comment elle voit le monde à partir du toucher, à partir de l'odorat, à partir de comment son imagination l'aide à imaginer le monde. Puis je me dis, sourde et aveugle, puis elle a réussi à accomplir des choses comme ça. En tout cas, je la trouve très inspirante. Et elle parle de la noirceur et comment les autres l'ont aidée à sortir de sa noirceur. Et moi, je me dis comment elle-même, elle s'est aidée en commençant à être aidée par quelqu'un, puis en apprenant à communiquer avec les autres par la langue, les mots que son professeur lui écrivait dans sa main. Bref, je la trouve inspirante et j'avais envie de vous laisser avec une belle pensée d'elle, en même temps qu'elle parle de la nuit qui l'enveloppe, mais comment elle a réussi à avoir du beau. Alors, est-ce que le technicien pourrait... Voilà. Alors, c'est très beau et je remercie Isabelle, je ne sais pas si elle m'entend, mais Isabelle qui m'a donné un coup de main l'autre soir parce que moi, je ne suis pas bonne avec les histoires techniques et de création sur l'ordinateur. Alors, sa pensée dit « C'est ainsi que mes amis ont fait l'histoire de ma vie. De 1000 façons différentes, ils ont transformé mes imperfections physiques en merveilleux privilèges. On peut le faire pour nous aussi. Ils m'ont mise en état de marcher sereine et heureuse dans la nuit qui m'enveloppe. Et c'est comme si, même à travers la nuit qui l'enveloppait, elle a réussi à avoir de la lumière. Alors, je vous souhaite d'avoir de la lumière. Je vous souhaite d'avoir des gens autour de vous qui pourront vous aider à en avoir davantage. Et je vous souhaite de trouver la lumière en vous et de regarder qu'est-ce que vous pouvez faire pour exprimer vos émotions, prendre soin de vous, et continuer à vivre votre vie en vous espérant que vous ayez un diagnostic, mais en espérant aussi que vous puissiez continuer à tenter de vivre. Et il y aura des moments difficiles, il y aura des beaux moments aussi, je vous en souhaite. Merci. Merci, Joanne, puis merci pour cette dernière citation d'Helen Keller. C'est vrai que c'est quelque chose de lire son histoire ou ses écrits. Vous imaginez qu'à cette époque-là, des personnes comme elle, sourdes, muettes, c'était dans des institutions qui étaient souvent, et puis elle a réussi à faire toutes sortes de choses durant sa vie. Oui. On a eu un dernier commentaire pour préciser que Madame Bordelot, là, je ne me rappelle pas son prénom, dont tu as parlé pour le yoga. Nicole. Elle a aussi des balados gratuits qu'on peut écouter. Nicole Bordelot. Ils sont magnifiques. On peut trouver ça sur Internet, je pense. Ben, merci beaucoup, Joanne. Merci. Je pense que je sais que c'est difficile pour toi aussi, toute une journée comme ça, à cette heure-ci, plus difficile. Todo. Mais je pense que ça a bien fini là, pour donner le conseil puis la réflexion là, pour les gens qui vivent de l'errance diagnostique ou qui vivent, on le sait, avec une maladie rare, que ça peut être difficile même si on a le diagnostic parce que c'est rare, parce que ça peut être difficile dans le réseau de la santé puis avoir du soutien. Et puis aussi, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est on a notre nouveau site Internet qui va sortir bientôt. On y met nos communautés rares dans celui sans diagnostic. Puis si Madame Audrey Sasseville le veut, là, on mettra un lien vers la page Facebook. Je ne sais pas si c'est une page privée, mais c'est bon que ça soit des fois privé pour que les gens puissent parler entre eux. Puis on pourra mettre le lien pour diriger les gens qui veulent échanger là. Je vais laisser Audrey si elle a une dernière chose à dire, puis on va y quitter. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez?
OK, ben c'est ça, oui, n'importe qui peut rejoindre le groupe, là. Tu sais, c'est pas mon groupe, c'est notre groupe. Je veux dire, plus il y a de gens, mieux on est. Puis ça s'appelle l'errance diagnostique au Québec. Fait que vous pourrez, là, partager ça, là. Ça fait plaisir, là. OK, merci. Alors, je vais juste donner quelques minutes là, de conclusion pour tout ce mois de Zébrier. Rapidement, remercier tous les gens. Puis, si vous avez patienté un 5-10 minutes, je vais passer rapidement à travers quelques diapos rapidement. Peut-être que il faut d'abord que j'ouvre. Je croyais que c'était déjà. Et voilà. Donc, patience, on finit notre. Je pense que j'avais mal écrit mon. On ne prend pas une pause, on termine. Juste un instant, je vais partager. Vous le voyez? Bon, ben, fait que merci pour la journée éducative aujourd'hui. Vraiment, merci à tous toutes les personnes qui ont fait un témoignage et à nos deux animatrices d'atelier, Dr. André Hergeau puis Madame Joanne Bélanger. Puis aussi nos invités de la Grande-Bretagne pour nous parler de leur groupe de soutien qui existe depuis longtemps pour aider les gens là-bas sans diagnostic, puis Madame Isabelle Jordan là, de Colombie-Britannique. Je pense qu'on peut retenir, là, moi, ce que j'ai retenu, entre autres, par rapport au milieu médical. Nous, c'est sûr, durant ce mois-ci, le mois qui vient de passer, notre mois de Zébrier, le but, c'était évidemment de sensibiliser la population à l'errance diagnostique. Je pense que, à part les gens autour de vous, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi avoir une maladie rare, puis ils ne savent pas que ça peut prendre 8, 9, 10 ans, peut-être jamais, pour que quelqu'un ait un diagnostic de leur maladie. Fait que sensibiliser la population pour ça, je pense que c'était important. Fait qu'on a eu Joanne, justement, puis Madame Joseph, la mère de Tommy, qui ont même fait des entrevues dans des médias. Fait que ça sensibilise la population à cette réalité-là. Mais aussi, un de nos buts, c'est de sensibiliser le milieu médical. Et j'ai retenu ce que André a dit ce matin. C'est pas nécessairement de la mauvaise. On sait, là, les médecins ne peuvent pas apprendre 7 à 8 000 maladies rares. C'est pas nécessairement de la mauvaise foi. Elle disait que probablement il y avait plus de médecins qui se sentaient impuissants que de médecins qui malheureusement accueillent mal des patients en errance diagnostique puis leur donnent un diagnostic de psychosomatique. On sait qu'il y en existe. Il y en existe, mais elle disait que probablement la plupart des médecins, ils sont juste impuissants. Ils ne savent pas quoi faire, où aller. Ils croient leurs patients, mais ils ne savent pas. Puis c'est pour ça que nous... on demande justement là, il faut qu'il y ait quelque chose dans le milieu médical pour que les médecins pensent que ça peut être une maladie rare et qu'il y ait des ressources où référer leurs médecins comme enfants, surtout les médecins de famille, puis même les urgentologues. On n'a pas parlé, là, mais quand on est en errance diagnostique, puis on va à l'urgence, c'est très difficile souvent pour les gens. Et évidemment, le soutien. Avoir du soutien durant ce parcours-là. Donc, c'est un peu ce que j'ai retenu. Puis évidemment, côté, justement, soutien, gestion, ben Joanne, je pense qu'elle a donné beaucoup de pistes
On l'admet, ça doit être difficile de passer à travers cette période-là d'errance, mais en tout cas, dans le guide qu'on a traduit, il y a des pistes, Joanne en a donné, puis je pense que l'important aussi, c'est comme elle l'a dit, c'est de parler, de chercher de l'aide, puis d'essayer d'avoir des activités qui aident aussi. Je veux aussi évidemment remercier nos commanditaires qui ont vraiment rendu possible tout ce mois de zébrier-là. On n'a jamais fait autant d'activités durant notre mois de zébrier, puis ça a été rendu possible grâce à eux. Rapidement, le 1er février, ben, on a eu notre qu'on peut appeler un flash mob, un événement surprise là, près du complexe des Jardins à Montréal. Puis vous pouvez trouver les vidéos sur notre page Facebook. Je pense que ça a bien lancé le mois, ça a donné le ton un peu là, symbolique à cette errance diagnostique. Je remercie tous les conférenciers, conférencières qui ont présenté ce qu'on appelait nos webinaires. Et puis, je ne veux pas oublier, elle n'est pas ici, là, mais Claudia Eugénia, Penez, qui lors d'un premier webinaire avec moi, c'est l'étudiante au doctorat, Joanne, dont tu parlais, qui fait son doctorat sur l'errance diagnostique, qui nous a parlé de plus l'état de la situation, mais quand elle va avancer dans ses études, elle présentera ses résultats. Évidemment, les génies en rare, je l'ai dit, là, ça a été un succès, il semble. Les étudiants ont trouvé ça le fun, comme ils disaient, à faire. Ce concours-là, vous allez pouvoir en voir des bouts, là, on a enregistré là, les différentes, parce que c'était divisé évidemment les premières compétitions, ensuite les semi-finales, finales. Et je pense que ça a été un premier pas d'une façon de sensibiliser les étudiants de médecine aux maladies rares. Je nomme les gagnantes. C'était une équipe d'étudiantes du regroupement des étudiants en médecine de l'Université Laval, le REMUL. Et l'équipe s'appelait les Axons. Et puis c'est Amanda Barne-Métra, Émilie Lavoie, Charlotte Dupont et Sandrine Roche, qui se partagent d'ailleurs une bourse de 2000 $ à suite de ce concours-là. Et comme je l'ai dit, les questions vont aussi être rendues publiques là, pour n'importe quel étudiant, n'importe qui, professionnel de la santé, puis vous, ça vous intéresse de passer à travers ces questions et d'en apprendre. Je parlais des solutions que nous, on a mis de l'avant tout le mois là, pour des solutions qu'on pense faciles, peu coûteuses à faire, ce qu'on appelle des actions faciles, immédiates, concrètes, qu'on aimerait que ce qui se réalise durant cette année. Puis, comme je vous l'ai dit, il y a une politique en train d'être rédigée par le ministère de la Santé et Services sociaux, puis ils ont reçu ces demandes-là. Merci à tous les gens aussi qui nous ont laissé des témoignages sur notre page Facebook. Dans les 2 derniers jours, on a mis aussi 2 vidéos de personnes qui racontent leur histoire. Merci à toutes ces personnes-là. Alors, je vous rappelle, sur notre page Facebook, il y a la version française du guide « Vivre sans diagnostic ». Vous pouvez trouver la version anglaise sur le site du Rare Disease Foundation. J'ai mis l'adresse ici. On mettra les deux, on les mettra sur Facebook. Aussi, on a ce communauté-là, rare, qui a déjà tenu une réunion, un café rencontrant des personnes sans diagnostic. Et on va continuer le plus qu'on a de personnes puis qu'on recueille leurs perspectives, puis surtout pour trouver des solutions à proposer là, pour réduire les délais de diagnostic ou les rendre un peu plus faciles à vivre. Je veux aussi vous dire, notre santé rare, gênez-vous pas, sur notre site, il y a les coordonnées, un numéro sans frais.
Vous pouvez écrire. Évidemment, tout ce qu'on a dit là, vous pouvez évidemment avoir de l'information, comment peut-être on peut aider. On a déjà aidé des gens à naviguer le système de santé et trouver un diagnostic. Et on peut évidemment vous repérer pour toutes sortes de ressources là où vous résidez. Alors, merci. Je veux évidemment remercier là, toutes les personnes qui ont aidé à l'organisation de ce mois-là. Évidemment, notre équipe au RQMO, Luc Charpentier, directeur général, Pamela Adjaye au Centre IRAR, Laila Tidadini, et on avait aussi Madame Sylvie Auger qui nous a aidé beaucoup avec l'organisation. Évidemment, Duo Son qui est ici aujourd'hui puis qui ont été là tout le mois pour les webinaires et cette journée-ci, les génies en rare pour toute la technique pour produire ça en virtuel. Et il y a aussi Lise Junot qui était aux communications. Donc, merci beaucoup. On était supposé, dans notre programmation, on avait mis que la Journée internationale des maladies rares, qui est le 28 février, lundi, la dernière journée de février, on ferait un autre webinaire. On l'a annulé. On va faire quelque chose plus tard. D'abord, c'est la semaine de relâche qui commence. C'était prévu à 18h30. Avec tout ce qu'on a fait comme webinaire, on a décidé de mettre ça plus tard parce que plus tard, on va avoir beaucoup de choses à vous annoncer, dont le nouveau site Internet, dont un comité à visage scientifique et médical au RQMO. On veut vous présenter l'équipe. Notre équipe et même le conseil d'administration, on veut vous dire plus en détail les projets qu'on fait puis qui s'en viennent. Alors, on aimerait faire ça quand on sera plus près et garder ça pour le mois de mars là avec tout ce qu'on a fait au mois de février. Puis je remercie là tous ceux qui nous ont suivis, qui ont participé à nos webinaires, qui y en a même qui ont écouté le génie en rare et participé aujourd'hui. Je vous remercie tout le monde. Et puis, je vous laisse là avec toujours l'idée qu'on est là pour vous aider et puis que plus vous participez aussi, plus on peut rapporter votre perspective pour trouver des solutions pour tout le monde au Québec. Alors, merci beaucoup.